C'est une évolution, que dis-je, une révolution. Il n'est plus nécessaire désormais de sortir de chez soi. Le monde entier entre ainsi chez vous. Si vous voulez bien regagner vos places, oui monsieur, vous avez... Voilà, si vous voulez, le public, c'est au fond de la salle. Voilà. Bien, alors, je vais procéder à l'appel nominal. Marc Éturgi, Laurence Rouen, elle nous rejoindra. Adi Benfedoul, Liliane Brandly, Nelly Rodriguez, Francis Delteil, Rislan Robin-Grenier a donné un pouvoir à Marc Éturgi, Jonathan Priolo, Marie-Claude Andrieux-Courbin, Christian Bordenave, Alain Serrea, Marie-Lise Potron, Jean-Charles Gauthier, Gilbert Blanc. Denise Miguel a donné un pouvoir à Jean-Charles Gauthier. Alain Plazy, Anne Soquet a donné un pouvoir à Martine Rosé jusqu'à son arrivée. Bernard Michel Bosviel, Farida Moubi, François de Madaillan, Martine Rosé, Alain Banquet, Marie-Hélène Scotti, elle arrive, Joël Kerdraon, Gaëlle Blanc-Lajaunie, je l'ai vue, elle est là, oui, Dominique Rousseau, Christiane Delpont, Fabien Ruet, Cécile Labarthe, Sylvie Chancogne, Jacqueline Simonet, Cédric Zapera, Robert Richard, Paul-Henri Gallon a donné pouvoir à François de Madaillan. Bien. Alors, désignation d'un secrétaire de séance. Dans l'ordre du tableau, c'est Madame Sylvie Chancogne, si elle est d'accord pour exercer cette tour de responsabilité. Bien, pas d'opposition. Donc, il vous est d'abord proposé d'approuver le procès-verbal de la séance du 18 décembre 2019. Tout le monde est d'accord pour approuver Voilà, très bien. Donc, on vous propose, sur l'ordre du jour, de rajouter un dossier sur la Coupe du Monde de rugby, c'est-à-dire la candidature de Bergerac comme camp de base, une expression assez particulière. Et on vous propose également une modification sur la délibération concernant le hall du cinéma Cyrano. Voilà, tout le monde, il n'y a pas d'opposition à cette modification. Donc tout le monde est d'accord pour approuver l'ordre du jour ainsi modifié. Bien, parfait. Donc nous arrivons tout de suite d'abord aux informations. Alors, les décisions prises par le maire et les adjoints dans le cadre des délégations, est-ce qu'il y a des questions? Vous avez reçu l'ensemble de ces documents? Pas de questions? Pas d'observations? Donc, nous abordons tout de suite le premier rapport, qui est le rapport de d'activité 2018 de la communauté d'agglomération bergeracoise. Bon, je reconnais que c'est un petit peu... Je ne vais pas faire un grand rapport. D'abord parce que nous vivons largement au rythme de l'activité de la communauté d'agglomération et qu'il y a une imbrication très forte entre les activités de la communauté d'agglomération, les activités du conseil municipal et voilà. Donc je ne vais pas faire de... Et puis l'autre difficulté, c'est que c'est le rapport d'information de l'année 2018 et que depuis 2018, il s'est quand même passé beaucoup de choses. Je rappellerai simplement en quelques mots que la ville travaille aujourd'hui en liaison étroite avec la communauté d'agglomération puisque la ville est désormais bien évidemment représentée au bureau de la CAB, que
Un certain nombre de grands projets d'investissement sont actuellement en cours de développement. Certains ont déjà quand même sont fortement avancés. Je pense en particulier au quai Cyrano. Il reste à réaliser l'étape de la scénographie c'est ça, la scénographie Cyrano de Bergerac, ou ciné-scénie. Que la véloroute voie verte est elle aussi a bien progressé en 2019, que le parc aqualudique, nous sommes à quelques encablures de l'inauguration, et sur les maisons de santé, là aussi les choses ont beaucoup avancé. Nous avons inauguré il y a quelques mois la maison de santé de Creil. Donc je voudrais souligner aussi le rôle que joue la communauté d'agglomération dans un certain nombre de services rendus aux Bergeracois. Je pense en particulier je pense d'abord à l'action culturelle et à l'action du centre culturel. Je pense, mais qui est partagée aussi, l'action culturelle partagée avec les autres communes. Si vous voulez bien arrêter vos conversations particulières, je pense que ça facilitera le déroulement de la séance. Autre service important, c'est tout ce qui est lié à la petite enfance, tout ce qui est lié évidemment au service de voirie, de ramassage des ordures ménagères, voilà, la propreté à l'échelle de l'agglomération tout entière. Et nous avons d'autre part un certain nombre d'actions novatrices sur lesquelles on reviendra peut-être à travers certaines délibérations ce soir, notamment sur la valorisation des produits locaux et le programme alimentaire territorial. Ce qui est intéressant malgré tout de souligner et de noter avec le projet de pôle d'excellence alimentaire, ce qui est intéressant parce qu'on en parle peu, c'est tout ce qui concerne de façon habituelle, c'est la délégation aux Grands Bergeracois, puisque la CAB travaille, vous le savez, en liaison étroite avec les autres intercommunalités dans le cadre de cette délégation qui est la poursuite du pays, du Grand Bergeracois, et que, à ce titre, nous avons évidemment un certain nombre d'actions importantes, dont beaucoup sont liées au projet alimentaire territorial. Il y a des actions communes importantes qui ont été menées, engagées dans ce cadre. Avec notamment la mise en œuvre du programme LEADER, qui est aujourd'hui porté par cette délégation et qui concerne tout l'ensemble du territoire du Bergeracois. Également le contrat de dynamisation et de cohésion territoriale qui a été signé avec la région Aquitaine en juillet dernier. Et je voudrais dire aussi qu'il y a d'autres actions qui se développent à l'échelle de l'agglomération tout entière. Je pense en particulier au programme Cadet, dont nous souhaitons bien sûr le renouvellement et qui s'applique à l'ensemble du territoire du Bergeracois, et la reprise également des actions de la Maison de l'Emploi, tout ce qui concerne le programme local d'insertion par l'économie, le PLI, et les actions concernant les clauses d'insertion, la facilitation des clauses d'insertion. Donc voilà, on voit bien qu'il y a tout un ensemble d'actions. On est dans un système un peu de poupée russe quelquefois, entre la ville, la communauté d'agglomération et à une échelle plus large, le Grand Bergeracois, ce qui fait qu'à certains moments, il faut bien le dire, la lisibilité pour nos concitoyens n'est pas toujours évidente parce que la répartition des compétences est souvent compliquée. Voilà ce que je voulais dire sur ce rapport d'activité. Je ne sais pas si certains parmi vous souhaitent intervenir. Un des éléments importants, alors c'est pas 2018, mais c'était engagé en 2018, ça a été l'adoption du plan local d'urbanisme intercommunal,
je dois dire que c'était un très gros enjeu et sur lequel on a réussi, après de longues discussions, à aboutir. Voilà. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur ce rapport d'activité? Évidemment, ce qui serait souhaitable, je ne sais pas si c'est possible, c'est que ce rapport d'activité soit à l'avenir celui de l'année précédente immédiate et non pas celui d'il y a 2 ans, parce que de toute façon, quand on évoque les sujets, on est plutôt porté à évoquer ce qu'on a vécu au cours de l'année immédiatement précédente. Voilà. Alors, second rapport d'activité, celui de la SEM Urbalis. Je vais demander à Jonathan Priolo de le présenter. Là, c'est pour 2018-2019. Donc, on est un peu plus dans l'actualité. Merci, monsieur le maire. Je prends la... Merci. Effectivement, c'est le rapport d'activité 2018-2019 qui a été adopté au conseil d'administration. Donc la composition de l'actionnariat de la SEM Urbalis Habitat, vous en avez l'habitude, puisqu'on présente ce rapport tous les ans. L'actionnariat n'a pas évolué, la ville de Bergerac est majoritaire, et le deuxième actionnaire principal est la Caisse des dépôts et consignations. Notre patrimoine actuel, 482 logements familiaux, 2668 m² de locaux d'activité, essentiellement l'hôtel d'entreprise que nous avons entièrement réhabilité, et également le bâtiment de Pôle emploi. Sur les opérations suivies au cours de l'exercice, d'abord la maison d'accueil temporaire, on pourra l'évoquer si vous le souhaitez, boulevard Beau Soleil. Nous avions un bâtiment qui était vétuste et nous avons souhaité, CCAS, Ville de Bergerac, Urbalis Habitat, pouvoir reconstruire ce bâtiment qui pouvait accueillir 15 places passées à 19 chambres actuellement, et puis des lieux beaucoup plus intéressants avec un point santé, avec une pièce commune, avec un chenil, avec un patio intérieur qui permet des meilleures conditions de résidence pour les usagers et des meilleures conditions de travail pour le personnel. L'îlot Berggren, vous vous rappelez, c'est un îlot insalubre. Après expropriation de l'ensemble des bâtiments, nous avons réalisé la démolition et les sondages archéologiques. Et là, nous sommes sur la partie réalisation des études avec l'architecte. Et puis la rue Saint-Michel, c'était l'ancien hôpital de jour dont la SEM Urbalis a racheté le bâtiment à la ville de Bergerac. Nous avons réalisé la démolition, les sondages archéo, et nous sommes maintenant sur la partie reconstruction, puisque les entreprises intervenantes sont sur place actuellement et réalisent cette construction de 18 logements. Sur la place Louis de la Bardoni, c'est le bâtiment dit Crédit Agricole, où vous avez un cabinet d'expertise comptable au premier étage, l'école du CEF au deuxième et puis EPSECO au troisième. Et donc nous avons lancé une étude sur ce bâtiment de façon à pouvoir y réaliser un hôtel d'entreprise sur au moins un plateau et pourquoi pas des logements standing sur un des autres plateaux. Donc lors de l'étude de faisabilité, le coût était très important et donc nous avons demandé des subventions et nous allons réaliser un dossier, une demande de subvention dans le cadre de fonds de la région et nous verrons en fonction des retours de la région sur ces financements. L'îlot Berggren également, où là c'est 15 logements, on l'a vu tout à l'heure, et puis sud-ouest, rue Neuve d'Argenson, bâtiment acquis par la ville, où nous souhaiterions y faire un passage pour arriver sur le parking qui est à l'arrière depuis la rue Neuve d'Argenson. On arrive aux indicateurs financiers de la SEM Urbalis Habitat, plus de 2 729 000 € de recettes, une partie en loyer, une partie en charges locatives récupérables auprès des locataires. Nous avons des logements au niveau de nos recettes, une partie recettes logement et une partie recettes sur l'immobilier d'entreprise, puisqu'on doit vraiment dissocier l'ensemble des recettes et des résultats de chacune des deux activités. Les charges d'exploitation, vous voyez la répartition de ces charges en fonction des charges récupérables auprès de nos locataires, des dépenses de gros entretien, la rémunération des prestataires, puisque je vous rappelle que la SEM Urbalis Habitat n'a pas de salariés, mais un contrat de management avec plusieurs prestataires, la 7 pour la partie ingénierie, le syndic barrière pour la partie locaux professionnels,
et Mesolia pour la partie locaux familiaux. Les autres charges externes, donc les charges d'entretien du patrimoine et les charges de fonctionnement. Donc les charges d'entretien ont augmenté de 11 000 euros, conformément au budget qui avait été adopté lors du conseil d'administration. Les impôts et taxes, comme vous pouvez le voir, 384 000 euros. Alors effectivement, il y a une variation par rapport à l'année 2014-2015, sauf qu'en 2014-2015, nous avions des exonérations de taxes foncières suite à la réhabilitation de Jean Moulin, que l'on n'avait plus sur les années suivantes, et on est revenu à un montant normal de taxes foncières par rapport au patrimoine de la Seine. Les pertes irrécouvrables, c'est-à-dire les montants des loyers dont les locataires ne paieront jamais, et donc sur cette année, c'est l'ordre de 15 000 euros. Donc comme vous le voyez, on était l'an dernier sur 9 000 euros, l'année d'avant 30 000 euros, ce qui sont des sommes, on essaye de les récupérer au mieux, on essaye d'accompagner nos locataires d'abord au mieux sur des plans d'appurement, et souvent sur les pertes irrécouvrables, ce sont des plans Banque de France avec annulation des dettes par la Banque de France. Donc 2 729 000 euros de produits d'exploitation, 1 782 000 euros de charges d'exploitation. On arrive donc à un excédent brut d'exploitation de 947 000 euros. Le résultat d'exploitation cette année en est à 150 000 euros. Il reflète le résultat de la SEM une fois comptabilisées les dotations et les reprises aux amortissements et provisions. Le résultat financier, moins 140 000 euros, c'est l'ensemble des intérêts d'emprunt financés par la SEM Urbalis Habitat. Le résultat courant avant impôt, on est à 10 000 euros ici, le résultat dégagé par l'activité normale de l'activité. Donc une fois que l'on a pris l'ensemble du résultat financier, les amortissements, le paiement de l'impôt sur les sociétés juste pour la partie locaux professionnels, on arrive à un résultat net de l'activité à 66 000 euros sur cette année. Je rappelle quand même que cette année, nous avons pour plus de 100 000 euros de réduction de loyer de solidarité, parce que je rappelle que dans la loi de finances 2018, le gouvernement, la majorité, avait souhaité ponctionner l'ensemble des bailleurs sociaux de 50 euros par logement, ce qui nous fait quand même une dépense très importante. Mais malgré cela, on a tenu à avoir quand même des dépenses d'amélioration, des dépenses d'entretien, pour pas que notre patrimoine se dégrade, et on arrive à un résultat de 66 000 euros. Voilà pour la présentation. Deux petits mots pour terminer sur le lien social qu'on a souhaité créer au sein de la SEM Urbalis Habitat, puisque nous avons créé un journal des locataires, ce qui permet d'avoir un accès à l'information de nos locataires. Nous avons souhaité mettre les locataires au cœur de la décision à travers des référents locataires par immeuble, qui ont travaillé à nos côtés sur l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble de nos locataires de la SEM Urbalis Habitat. Et puis pour finir, on a mis en place des rencontres locataires, ce qui nous permet chaque année d'aller en bas des immeubles, de rencontrer directement les locataires, d'avoir à nos côtés nos prestataires, que sont Mesolia et la 7, pour gagner en réactivité sur l'ensemble des travaux qui sont réalisés et sur l'ensemble des besoins de nos locataires. Voilà, j'ajouterai une chose, c'est que la loi avait prévu le regroupement de l'ensemble des bailleurs sociaux à l'échelle départementale, que nous étions sollicités sur cette démarche, qui nous posait quand même un double problème. D'abord, le fait qu'il y a le caractère mixte des activités d'urbanisme, qui est à la fois bailleur social, mais qui est aussi un acteur du développement local. Et puis, c'est vrai aussi que c'est un outil quand même assez exceptionnel dont dispose la ville de Bergerac quand elle a mené des opérations d'aménagement, d'urbanisme. Et donc, nous avons à la fois expliqué notre position aux partenaires du département, qui l'ont accepté. Donc, il y a eu là-dessus un dialogue qui a été positif. Et puis, nous sommes en pourparlers avec la structure qui se met en place et qui est poussée par la Caisse des dépôts et qui regrouperait les SEM qui resteraient indépendantes un peu sur le modèle que nous avons choisi pour Urbalis. Voilà. Y a-t-il
des observations, des questions? Pas d'observations, pas de questions. Donc nous apportons maintenant les délibérations, parce que là, jusqu'ici, oui, on doit quand même prendre acte. Voilà, alors sur le rapport de la CAB, je ne vais pas demander, en ce qui concerne le rapport de la CAB, tout le monde est d'accord pour prendre acte. Voilà. Et sur le rapport concernant Urbalis, on ne sait pas très bien quelle est la portée de cette prise d'acte, mais c'est comme ça nous est imposé. Voilà, tout le monde est d'accord pour prendre acte. Alors, nous arrivons à la première délibération, qui est l'approbation des comptes de gestion du receveur pour le budget annexe assainissement. Je rappelle qu'on se trouve dans une situation très transitoire, même la transition est faite, puisque depuis le 1er janvier 2020, l'assainissement, la compétence assainissement a été transférée à la communauté d'agglomération. Et d'ailleurs, lors du conseil communautaire de lundi, on a bien vu que, suivant les modes d'organisation de cette compétence au niveau communal ou intercommunal, dans la période précédente, on était amené à des solutions extrêmement variables d'une commune ou d'un groupe de communes. Alors, en ce qui concerne la ville de Bergerac, nous avions pleinement cette compétence. Elle faisait l'objet d'un budget annexe. C'est ce budget annexe dont le compte de gestion dont le compte vous est présenté ce soir. Et donc, la totalité, il y a un transfert pur et simple à la communauté d'agglomération. Sous réserve d'une difficulté, c'est que la receveur municipale n'a pas accepté le rattachement des dettes, du déficit provisoire de cette section, de ce budget annexe assainissement. Quelle est en réalité, comment les choses se passent-elles? En cours d'année, nous réalisons un certain nombre d'investissements, mais les recettes correspondant à un budget annexe doivent être complètement, doit être au minimum équilibré. Il ne peut pas y avoir normalement de déficit sur un budget annexe. Mais les recettes elles-mêmes sont perçues à 11 reprises différentes en cours d'année, et dont seulement 6 ou 7 sur la période correspondant à l'année 2019. Donc il y a toute une partie des recettes qui sont encore en attente et qui donc vont être perçues par la communauté d'agglomération, ce qui fait que le compte de gestion que nous vous présentons ce soir est forcément déficitaire de 646 000 € en section d'investissement. Par contre, nous avons un excédent en section d'exploitation et nous savons qu'en cours d'année, la CAB va recevoir à peu près 850 000 € de recettes qui sont afférentes à cet exercice 2019. Voilà, alors c'est pas très satisfaisant de vous proposer ce compte en déficit, mais c'est un déficit, je dirais, qui n'est que provisoire, puisqu'en réalité, qui n'est que comptable, dans la réalité, les recettes, et à un moment T, au 31 décembre, en réalité, les recettes vont arriver en cours d'année 2019, et il faudra d'ailleurs, je l'ai dit lundi, que lors d'une prochaine décision modificative, la communauté d'agglomération inscrive au profit de la ville de Bergerac les recettes qui viendront compenser ce déficit de l'année qui nous est imputé au titre de l'année 2019. Voilà. Donc c'est le compte de gestion du receveur, de la receveur municipale. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Qui est pour? C'est adopté à l'unanimité. En ce qui concerne le compte administratif, écoutez, je ne vais pas faire de grand développement parce que le compte administratif est identique au compte de gestion.
Et donc, je vous propose que nous l'adoptions de la même façon. Alors, je dois sortir de la salle, exact. En tant que... Bien. Selon la modalité précédente, qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Voilà. Alors, nous arrivons maintenant au procès-verbal de transfert de tous les éléments d'actifs, des emprunts et du déficit, donc de ce compte, de ce budget annexe assainissement à la communauté d'agglomération bergeracoise. Donc ce transfert, on a présenté la même délibération lundi à la communauté d'agglomération. Donc il y a à la fois mise à disposition de la communauté d'agglomération de l'ensemble des biens et équipements liés à la compétence assainissement, c'est notamment la station d'épuration et l'ensemble des réseaux, mais qui reste propriété de la ville. Ensuite, le transfert des emprunts, avec distinction entre les emprunts qui étaient purement destinés à l'assainissement et qui sont repris par la communauté d'agglomération, et les emprunts qui avaient des objets plus multiples. Et dans ce cas-là, la ville de Bergerac continue à assurer le remboursement de ces emprunts, elle continue à les porter, mais la communauté d'agglomération lui assurera le défraiement de la part des remboursements qui sont liés à l'assainissement. Enfin, le transfert des résultats, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Et donc, ce qu'on vous propose par cette délibération, c'est d'approuver la clôture du budget annexe assainissement, le procès-verbal global des opérations de transfert, et bien sûr de pouvoir signer tous les documents afférents à ces opérations. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Alors, nous arrivons maintenant à une convention de prestation de services rendue au titre de l'assainissement à la communauté d'agglomération. Jonathan Priolo. Merci, monsieur le maire. Effectivement, vous venez de parler de l'assainissement. Et donc, pour le bon déroulement du service public d'assainissement, la ville de Bergerac assurera, à compter du 1er janvier 2020, et pour une durée de 1 an, une mission de conseil auprès de la CAB. Nous l'avons d'ailleurs voté lundi également en conseil communautaire. Cette convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2020 et pour un coût global de 30 000 €. Les agents de la ville affectés à cette mission sont le directeur général des services, le directeur des services techniques, un employé du service aménagement et réseau. Et donc le conseil municipal est appelé à approuver la convention de mise à disposition et autoriser le maire à signer la convention avec la communauté d'agglomération bergeracoise. Bien, merci. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Alors, nous arrivons à la délibération suivante, c'est le vote des taux de la fiscalité 2020. Alors, je rappelle que les taux de la fiscalité sont traditionnellement votés lors d'un conseil différent du conseil au cours duquel nous adoptons le budget. Parce qu'on a besoin de connaître effectivement la totalité des ressources, d'avoir le maximum d'informations sur les ressources dont nous disposerons au cours de l'année 2020. À la limite, on pourrait très bien voter ces taux en même temps que le budget. Et la pratique, c'est de les voter ici à une date différente. Alors, nous nous sommes posé la question de savoir s'il fallait les voter avant l'échéance électorale ou laisser la future municipalité assumer cette responsabilité.
Bon, on a examiné à la fois en termes d'opportunités politiques et en termes juridiques aussi les incidences. Bon, nous avons considéré qu'ayant ayant présenté un budget avec stabilité des taux, il était normal que nous assumions les choses jusqu'au bout et que nous vous proposions ce soir de voter la stabilité des taux. Si demain, la municipalité qui sera aux affaires considérait qu'il y a lieu d'augmenter les taux, elle aura la possibilité de le faire jusqu'au 30 avril. Ou de les baisser. Bon, alors là, encore mieux. Encore mieux. En tout cas, elle aura jusqu'au 30 avril pour le faire. Voilà. Donc, nous vous proposons, nous avons choisi la logique, c'est qu'à partir du moment où on a présenté et fait voter un budget, la logique, c'est de voter les taux qui vont avec. Voilà. Y a-t-il des observations ? Pas d'observation. Donc, qui est d'accord pour assurer la stabilité des taux ? Qui est pour ? Voilà, à l'unanimité. Voilà qui va rassurer les Bergeracois. Octroi de la garantie à certains créanciers de l'agence France Locale pour l'année 2020. Marc Léturgie. Bien, je vous présente ce soir une délibération qui est annuelle, j'allais dire, depuis 3 ans, voire 4, puisque le 27 juin 2017, la ville de Bergerac avait délibéré pour adhérer au groupe Agence France Locale. Ce groupe est en fait un groupe qui permet d'avoir une garantie sur les emprunts, en particulier, je ne vais pas vous dire tous les détails de la délibération, vous les avez sous vos yeux, vous aviez également la convention si vous le souhaitiez. Je rappellerai simplement l'objet, c'est de garantir effectivement à la ville une possibilité et une capacité d'emprunt, puisque quand en juin 2017, nous avions souscrit un capital qui était de l'ordre, si je ne m'abuse, de 290 000 € à peu près, hein, c'est ça, et qui permettait donc d'avoir un certain nombre de parts dans ce groupe et d'avoir cette garantie de pouvoir emprunter au cas où les banques, effectivement, nous feraient défaut. Donc aujourd'hui, il s'agit de renouveler cet octroi de cette adhésion. Hein, simplement, je vous propose donc de l'adopter sans lecture préalable de toute la délibération, comme je viens de vous le dire. Je vous propose donc d'octroyer la garantie de la ville de Bergerac dans les conditions visées dans le projet de délibération, d'autoriser le maire pendant l'année 2020 à signer le ou les engagements de garantie pris par la ville de Bergerac dans les conditions définies ci-dessus, conformément à un modèle présentant l'ensemble des caractéristiques de la garantie et figurant en annexe. Et enfin, autoriser le maire à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Voilà ce que moi je veux dire là-dessus. Est-ce qu'il y a autre chose Non, mais c'est une mutualisation, hein, l'agence France Locale entre collectivités, et toutes les collectivités qui adhèrent à l'agence France Locale doivent apporter chaque année cette garantie. Donc on est dans cette situation. Alors, y a-t-il des observations? Pas d'observations. Qui est pour? Tout le monde l'adopte à l'unanimité. Avance sur subvention 2020, Marie-Lise Potron. Merci, monsieur le maire. Là encore, c'est pas inhabituel. Certaines associations ont demandé une avance sur les subventions 2020. Pour rappel, elles ne sont pas encore votées. On a Jaspour qui demande 1400, le Sacré d'Escrime 5500, l'Union musicale bergeracoise 2000, l'USB Rugby 20 000, l'USB Omnisport 12 000, pour un montant total de 47 900. Donc il est proposé au conseil municipal d'accorder les avances sur subvention au titre de l'exercice 2020. Merci. Y a-t-il des observations? Alors, je précise que les avances sur subvention, certains peuvent se dire il y a certains clubs sportifs qui ne sont pas présents. Ça se fait sur demande. Hein. C'est pas nous
Voilà, et aucune demande n'a été écartée. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Politique de la ville 2020, présentation des projets et participations concernant la ville de Bergerac. Jonathan Priolo. Merci Monsieur le maire. Effectivement, comme chaque année, la participation de la ville dans le cadre du contrat de ville. On a adopté lundi soir en conseil communautaire les différentes subventions de l'agglomération et ce soir c'est pour la participation de la ville de Bergerac. 47 actions ont été proposées et la ville participe à hauteur de 18 projets associatifs et un projet porté par le CCAS de la ville de Bergerac. Je ne vais pas vous lire toutes les subventions, je vais juste en citer quelques-unes. 1 500 € à l'association Les Arts à Souhait, par exemple, pour un projet sur Bergerac, réaliser une œuvre écrite et filmée. 2 900 € à l'association Seconde Chance à Bergerac pour le projet École de la Deuxième Chance. 1 500 € au Centre d'information sur les droits des femmes et des familles en Dordogne pour le projet Accès aux droits et promotion de l'égalité et de la citoyenneté contre toutes les discriminations. Voilà certaines des subventions qui sont votées ce soir. Et puis rappeler également la mise à disposition gratuite des locaux pour certaines structures qui interviennent dans le cadre de la politique de la ville, telles que les Arts à Souhait, Reva, le Melchior Théâtre, Me Vivre à Bergerac, Pitchoun, Le Paris, Association des conseils citoyens et Seconde Chance à Bergerac. Je voudrais quand même aussi rappeler que la politique de la ville, c'est pas uniquement ces subventions, c'est quand même l'action considérable des centres sociaux et du service politique de la ville, et c'est aussi l'ensemble des efforts qui sont faits d'aménagement qui sont réalisés dans les quartiers, dans le prolongement de l'ANRU. Donc je dirais c'est quand même un ensemble d'actions que cette délibération ne retrace que très partiellement. Voilà. Y a-t-il des observations? Bien. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, ça me paraît adopté à l'unanimité. Bien. Remboursement des frais de mission, nouveau barème. Marc Léturgie. Bien, il s'agit effectivement d'adapter les barèmes qui existaient aux réalités des augmentations de la vie par rapport à ce qui concerne les frais de mission. Donc lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service à l'occasion d'une mission, il peut prétendre bien sûr à un défraiement, soit à la prise en charge de ses frais de transport et au remboursement forfaitaire des frais de repas, des frais et taxes d'hébergement. Il en est de même pour les élus qui exécutent un mandat spécial. Le décret 2019-1044 du 11 octobre 2019 revalorise à compter du 1er janvier 2020 les frais de repas. Ce taux est donc passé de 15,25 € à 17,50 € au 1er janvier 2020. Les collectivités sont invitées à délibérer sur la mise en place de ce nouveau montant des frais de repas dans les 6 mois suivant sa date d'effet, donc on est dans les temps. Et à cette occasion, il est proposé également de revaloriser les frais d'hébergement puisqu'un nouveau taux maximal selon la zone géographique du déplacement peut être mis en place suite à un arrêté ministériel du 26 février 2019. Les montants sont les suivants. Taux de remboursement forfaitaire des frais d'hébergement, le taux de base 70 € qui remplace l'ancien taux de 45 €. Pour les grandes villes, c'est-à-dire qui ont une population supérieure à 200 000 habitants, et les communes de la métropole du Grand Paris, 90 €. Communes de Paris, 110 €. Les agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés en situation de mobilité réduite bénéficient, eux, de 120 €. Le conseil municipal est donc appelé à approuver, dans les conditions fixées ci-dessus et selon la réglementation en vigueur, la mise en place de ces nouveaux barèmes à compter du 1er janvier 2020. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Alors, création d'un poste supplémentaire dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences, Marie-Claude Andrieux-Courbin. Merci, Monsieur le maire.
Oui, par délibération donc, du 7 juin 2018, le conseil municipal a décidé la création de 10 postes pour le recrutement d'agents contractuels dans le cadre du PEC, Parcours Emploi Compétences. Le parcours emploi compétences est une mesure gouvernementale s'inscrivant dans le dispositif des contrats aidés, plus particulièrement des contrats uniques d'insertion, les CEI, et les contrats d'accompagnement de l'emploi, les CAE, ayant pour objectif l'insertion professionnelle des personnels rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Donc la mise en œuvre du PEC repose sur le triptyque emploi, formation, accompagnement. L'aide de l'État s'élève à 45% sur 20 heures hebdomadaires, quelle que soit la durée du travail figurant au contrat, pouvant aller de 20 heures à un temps complet. Ces CDD de droit privé bénéficient des exonérations de charges appliquées au CAE. Afin donc de répondre aux besoins des services, il est proposé au Conseil municipal de compléter la délibération du 7 juin 2018 et de créer, dans le cadre du parcours emploi-compétences, un poste d'agent administratif à temps complet et d'autoriser le maire à mettre en œuvre l'ensemble des démarches nécessaires à ce recrutement et à percevoir les aides de l'État. Les crédits correspondants sont inscrits au budget chapitre 012. Je précise, je donne quelques précisions sur le poste qu'il s'agit de créer, de poste PEC que nous recrutons. C'est lié à la Maison de l'Emploi, non plus comme institution, mais comme bâtiment sur lequel la ville est aujourd'hui toujours extrêmement impliquée, puisqu'il y a une partie qui appartient à la ville, une partie qui appartient à la Maison d'Emploi, mais qui doit être reprise par la SEM Urbalis. Et il y a un agent qui est en contrat, mais dont le contrat arrivé à son terme, qui est chargé de gérer, à la fois de gérer cet immeuble et de guider, d'accompagner les personnes, les différentes associations qui y sont présentes. Bon, et cette personne aide aussi, je dois le dire, un peu pour le traitement administratif du PLI, du plan local d'insertion par l'économie. Donc il faudra... Donc nous prenons cette mesure immédiate parce qu'il faut assurer la continuité, malgré l'arrêt de la Maison de l'Emploi, mais il faudra que les choses se discutent demain là-dessus entre la ville, Urbalis et la CAB. Voilà. Y a-t-il des questions, des observations? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Alors, bail amphithéotique entre la ville et la CAB pour la mise à disposition d'un local sur le site de l'ex-S4 en vue de la construction d'une cuisine centrale. Alain Banquet. Merci de me donner la parole, monsieur le maire. Depuis la reprise en régie de la restauration collective en 2015, la municipalité a, au regard de l'état de vétusté et d'obsolescence de la cuisine centrale, exprimé le souhait de construire un nouvel équipement. Après réflexion et de nombreuses démarches, une concession de travaux a été signée avec la société d'économie mixte Urbalis suite à la délibération du conseil municipal en date du 18 décembre 2019. La ville a retenu la proposition de la CAB de mise à disposition d'une partie du hangar 39 sur l'ex-site de l'Escat, avenue Aristide-Briand à Bergerac, à côté de la légumerie. Cette solution présente l'avantage, outre la réduction des coûts de construction, de situer cet équipement à immédiate proximité de la future légumerie dans une logique de cohérence et de synergie. Cependant, pour construire, la ville doit disposer de droits réels sur le site où l'édification de la cuisine centrale est prévue. Une simple mise à disposition du site par la CAB, même de longue durée, ne confère pas ces droits. Il convient donc de gérer cette mise à disposition de longue durée avec la possibilité de réaliser ou faire réaliser la dite construction par l'établissement et la signature d'un bail amphithéotique. Ce bail devra être établi entre deux personnes morales de droit public. Il prend la forme d'un bail amphithéotique administratif BEA. Ce bail portera sur une surface de 1815 m² environ
pour une durée de 21 ans et le loyer annuel sera de 200 €. Le conseil communautaire devra se prononcer sur le sujet dans les mêmes termes que le conseil municipal. Le conseil municipal est donc appelé à approuver le principe de l'établissement d'un bail emphytéotique administratif entre la ville et la CAB pour la mise à disposition d'une partie de bâtiment pour y faire construire la future cuisine centrale. Désigner maître Sandrine Bonneval, notaire à Bergerac pour rédiger l'acte, autoriser le maire à signer le dit acte une fois celui-ci établi. Bien. Voilà. Bon, ben ça, c'est le projet, mesdames, messieurs, de cuisine centrale que nous poursuivons. Voilà. Et évidemment, il faudra que cette affaire-là soit discutée et adoptée aussi par la communauté d'agglomération. Voilà. Y a-t-il des observations? Monsieur Ruet. Oui, monsieur le maire, j'ai bien conscience que c'est la dernière fois que nous allons discuter ensemble. Et donc, nous terminerons sur un désaccord. Oui. Un désaccord de fond sur une délibération qui ne peut être, à un mois des élections municipales, que politique. Parce que, naturellement, il faut être deux pour signer le bail amphithéotique et que la décision a été ajournée au sein de l'agglomération à l'après les élections. Donc, l'effet d'annonce, certes, on voit pour qui il sert et pour quelle future équipe candidate elle peut servir, mais dans tout état de cause, c'est un rapport politique à ce stade-là. Et c'est pour ça que je sors du silence et de la neutralité que je m'étais imposée jusqu'à présent. Il y a d'autres solutions que la cuisine centrale, nous le savons. Et les Bergeracois auront à le trancher dans les semaines qui viennent. Mais je ne voudrais pas qu'on croie qu'avec cette délibération telle qu'elle est rédigée ce soir, les choses sont figées dans le marbre. C'est une déclaration d'intention et les électeurs trancheront. Mais, monsieur Ruet, je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faudrait, pour que ça soit mis en œuvre, qu'il y ait une délibération symétrique de la communauté d'agglomération. Il n'empêche, effectivement, c'est un choix politique que nous ne faisons pas ce soir, que nous avons engagé dès le début de ce mandat, puisque dès le début de ce mandat, nous avons travaillé sur un projet de nouvelle cuisine centrale. Voilà. Donc, je dirais, nous ne faisons que réaffirmer notre volonté de bâtir une cuisine centrale capable de remplacer l'actuelle cuisine centrale qui répond plus aux normes. Et bon, il peut y avoir d'autres projets. Je sais que vous défendez d'autres projets. Je dirais effectivement, c'est les Bergeracois qui trancheront. Mais nous, notre conviction, c'est que si on veut assurer les choses dans de bonnes conditions, nous avons besoin d'une cuisine centrale. Voilà. Alors maintenant, chacun est libre de se positionner, et c'est vrai, il est heureux que ce soit un sujet de débat, parce que quand on est dans une élection, on a quand même besoin d'avoir quelques sujets de débat. Alors, qui est pour? Voilà. Qui est contre? Voilà. Qui s'abstient? Voilà. Il y a trois contre, une abstention, et tous les autres ont voté pour. Voilà. Bien. Alors, signature du contrat de mixité sociale. Voilà. Alors, nous arrivons là sur un sujet extrêmement sensible dont nous avons débattu déjà à plusieurs reprises. Je vais pas faire de trop longs développements, mais je vais quand même rappeler les choses. La loi SRU, initialement, exigeait, dans le souci d'une meilleure répartition des logements sociaux sur le territoire, et ça visait surtout les grandes agglomérations, imposait aux collectivités d'atteindre un seuil de 20% de logements sociaux dans chaque commune. Objectif auquel nous avons toujours souscrit, puisque nous sommes passés des années 90 jusqu'à maintenant d'environ 13,5 à 17,5% de logements sociaux sur Bergerac, en tenant compte du fait qu'il y a eu les années de réalisation de l'ANRU, et quand on réalisait l'ANRU, on ne pouvait guère augmenter le pourcentage de logements sociaux, puisqu'on démolissait et qu'on reconstruisait ou qu'on rénovait. La loi égalité et citoyenneté a renforcé les obligations, parce qu'il y a toujours un certain nombre de communes qui manifestent une mauvaise volonté évidente sur ce sujet. Mais elle a choisi
de régler par une loi générale un problème dans lequel il y a une multitude de situations particulières. Et elle a fixé pour les communes qui n'atteignaient pas le seuil de 20% et qui avaient un taux de tension, c'est-à-dire de demande de logements sociaux supérieur à un certain coefficient, elle a imposé d'atteindre un seuil de 25% de logements sociaux. Alors, ça peut être certainement justifié dans certaines agglomérations où il y a des déséquilibres absolument considérables. Par contre, quand on est dans la situation d'une ville comme Bergerac, qui est ville-centre, et qui est déjà aujourd'hui 80% des logements sociaux, plus de 80% des logements sociaux de l'arrondissement, on arrive à des situations qui sont proprement aberrantes, à des exigences qui sont aberrantes. Ce qui montre que c'est aberrant, d'abord on a ce taux de tension, on est juste actuellement au-dessus de ce taux de tension. Mais ce taux de tension, il faut savoir qu'il n'est pas mesuré sur la ville de Bergerac, mais sur un ensemble urbain qui comprend aussi le pays foyen. Je dirais, nous n'avons aucune influence sur ce qui se passe, bien évidemment, dans le pays foyen, mais nous subissons un taux de tension qui est en partie déterminé par le pays foyen. Et d'autre part, ce projet, ce texte nous imposerait normalement d'aller à 25% de logements sociaux, ce qui supposerait la construction en l'espace de 5 ans de 1200 logements sociaux sur la ville de Bergerac. Or, nous n'avons pas les capacités, les bailleurs sociaux, les opérateurs qui sont présents sur Bergerac sont dans l'impossibilité de réaliser cet objectif, d'autant que, ça a été rappelé tout à l'heure par Jonathan Priolo, ils ont quand même subi une réduction de leurs moyens, de leur capacité de financement. Donc, on est sur une situation irréaliste. Nous nous battons, nous continuons malgré tout à nous battre sur l'objectif 20%. D'ailleurs, le paradoxe, c'est que dans le projet, dans le nouveau plan local, le nouveau plan d'urbanisme intercommunal, nous nous sommes fixés un objectif ambitieux en termes de logements sociaux, avec pour objectif d'aller sur ce seuil de 20%, et que c'est les services de l'État qui nous disaient « vous êtes trop ambitieux ». Alors d'un côté, on nous dit il faut que vous atteigniez un seuil qui est impossible à réaliser, mais quand on manifeste notre volonté d'avancer, on nous dit mais attention, c'est pas normal, vous n'avez pas les moyens d'aller à ce rythme-là. Donc ce qui montre l'incohérence profonde de ce système. Bon, pour autant, l'État nous demande, exige de nous la signature d'un contrat de mixité sociale qui reprend, qui fait une photo, un état des lieux, et qui affirme cette obligation d'aller à 25%. Nous sommes dans une situation, je l'ai écrit d'ailleurs dans le texte de la délibération, c'est la carte forcée, c'est pas autre chose. Parce que si on ne signe pas ce contrat, qu'est-ce qui se passera ? On se mettra complètement en dehors des clous, on sera hors jeu, et par conséquent, non seulement on aura à payer les pénalités auxquelles nous sommes soumis d'ores et déjà aujourd'hui, mais la loi permet au préfet de région, éventuellement, de multiplier le volume, l'importance de ces pénalités. Alors, donc, j'ai écrit que c'était la carte forcée, et on ira dans cet esprit-là. On est un peu comme les bourgeois de Calais quand on va aller signer ce contrat de mixité sociale. Pour autant, j'ai quand même pris la tâche et du préfet de département et de la préfète de région pour s'assurer que l'accord que nous avions eu avec l'ancienne préfète et avec l'ancien préfet serait maintenu, c'est-à-dire qu'on ne nous augmenterait pas le volume des pénalités, on resterait dans la même situation qu'auparavant, et que nous pourrions déduire des pénalités qui nous sont infligées, qui sont de l'ordre de 200 à 220 000 euros par an, nous pourrions déduire les dépenses que nous engageons précisément pour développer le logement social. Mais j'attire l'attention de tout le monde, c'est que cet accord, je dirais, c'est le fruit d'une discussion personnelle avec le préfet département et la préfète de région actuellement en poste. Ça veut dire que demain, si on change de préfet de département ou si on change de préfet de région, il faudra que les élus de Bergerac
reprenne la discussion pour s'assurer qu'on reste bien dans cet esprit. Moi, je pense qu'au-delà, qu'il faudrait sortir de ce système et avoir non pas une règle générale, mais une programmation adaptée à chaque territoire, comme c'était sur la loi ANRU, où nous avions des conventions fixées, de programmes fixés territoire par territoire, qui étaient exigeantes, mais qui tenaient compte des capacités des acteurs locaux. Et qu'il y ait par conséquent modification de la loi dans ce sens-là. Je sais que c'est ce sujet régulièrement évoqué dans les réunions de la loi, de préparation de la loi 3D, puisque ça a été évoqué à Agen, et que Marc Léturgie a eu l'occasion d'évoquer cette question à Périgueux lundi dernier. Voilà. Donc c'est dans ces conditions que nous vous proposons d'approuver le contrat de mixité sociale et de nous autoriser à le signer sous toutes les réserves que je viens d'indiquer. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. En tout cas, moi, j'attire l'attention quand même aussi sur un autre aspect à l'ensemble des élus. Il y en a certainement qui seront demain dans le futur conseil municipal. J'attire leur attention sur le fait d'être extrêmement vigilant sur la question du taux de logements sociaux dans notre ville, parce que il y a des opérations, il y a régulièrement des opérations qui apparaissent, c'est une bonne chose. Plus il y en aura, plus ça témoignera du dynamisme de Bergerac. Mais soyez toujours très attentifs à ce que le taux de logements sociaux, sur le volume d'opérations, il y ait un volume de logements sociaux qui soit au moins de l'ordre de 20 à 25%, de telle sorte que ça nous permette de continuer à rattraper ce seuil de 20%. Le jour où on sera à ce seuil de 20%, il faudra s'y maintenir, mais on sera à peu près à l'abri des dispositions telles qu'elles existent aujourd'hui. Voilà. Donc pas de remarques. Qui est pour? Donc approuvé à l'unanimité. Alors, opération programmée pour l'amélioration de l'habitat, Christian Bordenave. Merci, monsieur le maire. Donc, lancé en janvier 2019 dans le programme Roxana, sur l'opération programmée pour l'amélioration de l'habitat, donc à Bergerac, doit permettre une intervention forte sur l'habitat privé, aussi bien incitative que coercitive, afin effectivement de requalifier le parc existant en luttant contre l'habitat indigne et la précarité énergétique, adapter le parc existant pour accueillir de nouvelles populations et développer la mixité sociale et valoriser le cadre urbain pour rendre plus attractif le centre-ville. Dans ce programme qui fait l'objet d'une convention 2019-2023, après celui qui a eu lieu de 2012 à 2016, a pour objectif de requalifier 245 logements de propriétaires occupants et 60 logements locatifs de propriétaires bailleurs. Donc ainsi, en fonction de la nature des travaux qui peuvent porter sur la rénovation énergétique, l'adaptation des logements et ou la mise en sécurité, voire la sortie d'insalubrité, les partenaires, donc l'ANA, la CAB, le département, la ville, les caisses de retraite, sont appelés à subventionner les travaux, dont le SOLIA, qui est chargé du suivi et animation de l'opération, a monté de nouveaux dossiers. Donc ce soir, il y en a 8 encore qui nous sont présentés. Et la ville est appelée à subventionner ces travaux selon les modalités précisées dans la convention, dont 8 pour un montant de travaux de 123 722,87, tel que c'était joint au dossier, pour une subvention donc au niveau de l'État d'à peu près 4 000 euros. Voilà, donc le conseil municipal est donc invité à approuver le montant des subventions prévisionnelles accordées aux propriétaires. Voilà, monsieur le maire. Bien, y a-t-il des observations? Pas d'observation. Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Vente au département du bâtiment de la classe relais, boulevard Beau-Soleil, Alain Banquet. Suite à la proposition de la ville, le conseil départemental de la Dordogne a décidé par délibération du 15 novembre 2019 l'acquisition de l'immeuble à vocation scolaire situé 12 boulevard Beau-Soleil. Je rappelle que ce local
accueille des collégiens qui sont déscolarisés. Ce bâtiment est utilisé comme classe relais. France Domaine a évalué ce bien à 90 000 €. Cette vente est proposée pour un montant de 34 318 €, correspondant aux frais engagés par la ville. Il a en effet été réalisé des travaux sur le bâtiment et les diagnostics immobiliers ainsi que les diagnostics immobiliers réglementaires. Les conditions de cette vente se justifient par le fait que le bâtiment est mis gratuitement à disposition de l'Éducation nationale depuis 2006. Cette classe relais, d'abord attachée administrativement au collège Jacques Prévert, l'est depuis 2012 au collège Henri IV. De plus, le bâtiment peut nécessiter à l'avenir d'autres travaux. Le conseil municipal est invité à décider la cession au département de l'ensemble immobilier ci-dessus désigné pour un montant de 34 318 €. Décider de confier au département la rédaction de l'acte authentique en la forme administrative. Autoriser le maire à accomplir toutes les formalités nécessaires et à signer toutes les pièces relatives à l'aboutissement du dossier. Bien, pas d'observation. Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Opération sur les installations d'éclairage public, demande au syndicat départemental d'énergie, Martine Rosé. Merci, monsieur le maire. La compétence éclairage public ayant été transférée au syndicat départemental d'énergie de la Dordogne, le SDE 24, toute opération, étude ou travaux ne faisant pas l'objet de la convention cadre doit être soumise au conseil municipal. À la demande de la ville, le SDE 24 a engagé une étude concernant le remplacement du candélabre 2730 devant l'église Notre-Dame. Le montant de cette opération, dont le SDE est maître d'ouvrage, est de 3 244,51 € hors taxes. La prise en charge par la ville s'établit à 50% du coût réel. Les crédits correspondants sont inscrits au budget 2020 de la ville. Le conseil municipal est appelé à accepter l'opération ci-dessus mentionnée et s'engager à y participer selon les modalités et dans les conditions financières exposées et autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces afférentes. Bien, merci. Y a-t-il des observations? Oui, Christian Bordenave. Oui, c'est un tout petit dossier. Alors, j'en profite quand même. Non, allez, 7 minutes 30. Mais j'en profite puisque c'est effectivement le dernier conseil municipal et le dernier dossier touchant à l'éclairage public, pour rappeler quand même qu'avec la convention du SDE, nous réaliserons d'ici 2020, parce que je suppose que la continuité républicaine voudra que ça aille au moins jusqu'à la fin de l'année 2020, mais que nous aurons quand même investi donc 3 millions sur l'éclairage public, plus 1 million sur d'autres opérations. Un tiers ont été réalisés et fin 2020, nous réaliserons quand même une économie, et ça je pense que c'est important pour les citoyens bergeracois, 50% d'économie sur les frais de consommation d'éclairage. Nous serons passés de 500 000 à 250 000 €. Bien. Ce dossier mérite bien l'expression de la lumière soit et la lumière fut. Merci, merci de cette réflexion pertinente, Madame Blanc. Alors, pour le candélabre de Notre-Dame, qui est pour? Voilà, à l'unanimité. Alors, désaffectation et déclassement du hall du cinéma Cyrano, bail amphithéotique, Laurence Rouen. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, cette délibération concerne le hall du cinéma Cyrano, grand écran. Le cinéma a été autorisé à exploiter le domaine public en date du 2 août 2018 en vue de réaliser un hall couvert d'une surface de 41 mètres carrés rue des Carmes. Cette surface a été achevée et a été ouverte au public à l'automne dernier. N'étant plus affectée aux usagers de l'espace public, cette surface doit être à présent déclassée du domaine public. Donc il est convenu entre la ville de Bergerac et le cinéma
de souscrire à un bail amphithéotique d'une durée de 30 ans, les frais notariés étant à la charge du locataire. Le montant de cette location s'élèvera à 1 000 € par an, actualisable chaque année. Une clause mentionnera qu'en cas de cessation de l'activité cinématographique, le bail sera caduc. Donc, vous êtes invité à constater la désaffectation de l'espace occupé désormais par le hall d'entrée du cinéma, prononcer son déclassement sur l'emprise du domaine public, décider de la souscription du bail amphithéotique de 30 ans, désigner maître Bonneval, notaire à Bergerac pour rédiger le bail et autoriser le maire à accomplir les formalités nécessaires à ce dossier. Bon. L'enjeu, tout le monde l'a bien compris, c'est de garder les cinémas en centre-ville. Il y avait un aménagement qui était nécessaire parce qu'aujourd'hui, tous les cinémas ont des halls de beaucoup plus grande dimension. On était sur le domaine public. Bon, on a trouvé cette solution qui est une solution juridique qu'on utilise finalement, le bail amphithéotique. On l'a utilisé aussi, je rappelle, pour le quai Cyrano avec la profession, la profession viticole. Ce que j'ai souhaité, c'est qu'on rajoute effectivement une clause prévoyant que si jamais l'activité cinématographique s'arrêtait, à ce moment-là, le bail amphithéotique n'a plus de raison d'être. Donc, ça sera, on en a parlé avec la notaire, et ça nous amènera sans doute à faire un bail amphithéotique public parce que c'est une clause exorbitante du droit commun, et donc voilà. Y a-t-il des questions? Qui est pour? Donc, à unanimité, acquisition d'une propriété 25 rue Saint-Martin, Jonathan Priolo. Merci Monsieur le maire, effectivement. Nous avons les propriétaires qui souhaitent vendre l'immeuble, et c'est vrai que dans ce quartier, on a besoin d'aménagement. On a évoqué tout à l'heure le bâtiment avec une partie à la ville, une partie espace économie emploi, et donc Orbis Habitat qui devrait racheter la partie espace économie emploi. Nous attendons là les devis pour la réfection du toit terrasse, de façon à ce qu'on puisse intégrer dans l'acquisition également d'un coût travaux, et nous ferons après également une étude thermique sur l'ensemble du bâtiment pour y réaliser les travaux. Et ici, ce qui vous est proposé, c'est de pouvoir acquérir l'immeuble. Cet achat est intéressant car il permettrait, après démolition, d'assurer une liaison entre le parc de stationnement Seigneur Capitaine et la rue Saint-Martin, donc un aménagement urbain. Et la Seine-Urbaïs, de son côté, va un petit peu plus loin. On est un petit peu en réflexion sur l'ensemble des bâtiments vacants qu'il peut y avoir sur la rue Saint-Martin et qui donnent sur cet endroit-là la place Seigneur Capitaine, de façon à réaliser un aménagement plus global. Donc ce qui vous est proposé, c'est que le conseil municipal est donc invité à décider l'acquisition du bien, ci-dessus désigné pour un montant de 85 000 €, désigner maître Bonneval, notaire à Bergerac, pour rédiger l'acte notarié, autoriser le maire à accomplir toutes les formalités nécessaires et à signer les pièces relatives à l'aboutissement du dossier. Voilà, y a-t-il des observations? Alors, qui est pour? Adopté à l'unanimité. Acquisition de terrains à Pombonne, Francis Delteil. Monsieur le maire, dans le cadre des acquisitions foncières nécessaires à l'aménagement de la coulée verte du Codo, la famille Constant Privat a proposé à la commune d'acquérir un ensemble de terrains dont elle est propriétaire à Pombonne. Ces terrains d'une emprise globale de plus de 8 hectares présentent donc un intérêt majeur pour la collectivité, notamment pour l'aménagement de la coulée verte du Codo et de la préservation des espaces naturels et la mise en valeur des trames bleues et vertes. La ville a donc saisi l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine pour étudier cette proposition et mener cette acquisition. Un accord est intervenu à hauteur de 700 000 € pour l'acquisition des parcelles cadastrées qui suivent, d'une contenance globale de 69 793 m². L'EPF est donc chargé de porter cette acquisition. Mais suite à cette offre, M. Constant a proposé de céder d'autres parcelles mitoyennes d'une superficie totale d'environ 13 320 m². L'EPF n'ayant pas pouvoir à intervenir sur ces parcelles, la ville a étudié cette proposition
et un accord est intervenu à hauteur de 50 000 €. Il est donc proposé d'acquérir ces terrains. Une partie sera consacrée à la coulée verte et une autre a vocation à être valorisée et urbanisée. Le conseil municipal est donc invité à approuver l'acquisition des parcelles DE numéro 1P 173, 176, 179, 180 et 212, désigner Maître Bonneval, notaire Bergerac, pour rédiger l'acte de vente, autoriser le maire ou son représentant à signer l'acte notarié et tout document nécessaire à l'aboutissement de cette affaire. Oui. Voilà. Marc Léclochy souhaite intervenir. Oui. Oui, je souhaite effectivement dire un petit mot, puisque c'est la cerise sur le gâteau depuis 6 ans qu'on a pris ce projet en main d'essayer d'acquérir tout le foncier qui nous permette d'aller de Pombonne jusqu'à la confluence du Codeau et de la Dordogne. Eh bien, aujourd'hui, on peut en plus, puisqu'on avait déjà un droit de passage accordé par la famille Constant Privat, porter le nom de Monsieur Privat d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et on avait une tolérance de passage qui permettait de longer le Codeau jusqu'à ce que effectivement il y ait acquisition par nous ou par d'autres de ces terrains. L'opportunité pour nous était plus qu'intéressante, puisque c'est pas la peine de reparler de la notoriété de Pombonne et de la nécessité absolue effectivement de développer ce site. Ne serait-ce qu'en envisageant peut-être par l'accès qui est possible un parking plutôt sur la partie rouge, de manière à sécuriser la circulation, parce qu'on se rend bien compte que l'été en période printanière c'est dangereux, et effectivement à développer aussi une partie habitat qui pourrait être en lien avec les consignes et les éléments que nous apporte le développement durable qui ont été prévus d'ailleurs, je crois, dans le cadre du PLUID. Voilà, donc on arrive tout à fait au bout de ce projet-là et de manière satisfaisante. Voilà, y a-t-il des observations? Voilà, qui est pour adopter à l'unanimité? Alors, projet de ferme solaire au Céran, Christian Bordenave. Oui, merci Monsieur le maire. Alors, dans le cadre de l'activité de développement des énergies renouvelables, la SEM 24 Périgord Énergie propose à la ville d'étudier l'installation d'une ferme solaire photovoltaïque au Céran, route de Seine-Nexembre, où il s'agit de l'ancienne décharge de la ville, qui l'ont connue. Les terrains projetés, donc d'une superficie d'environ 3,5 hectares, constituaient autrefois, je répète, autrefois le site d'accueil des ordures ménagères de la ville. Alors cette opération ne sera réalisée que sous un certain nombre de réserves. D'abord, un accord écrit de l'aviation civile qui a été contacté oralement et qui nous a donné son accord compte tenu de la proximité de l'aéroport et d'un éventuel projet d'extension de sa piste, et d'un accord écrit du département compte tenu de la présence de l'emplacement réservé BER 6. Alors il n'est pas sur la carte, mais en fin de compte, c'est la déviation de la route de Seine-Nexembre qui imputerait une partie du terrain. Mais la SEM 24 fera ferme solaire d'un côté et de l'autre sans aucune difficulté. D'une validation de toutes les études et demandes administratives nécessaires à l'aboutissement de l'opération. L'ensemble de ces études et démarches est dirigé et à la charge de la SEM 24 Périgord Énergie. La commune n'engage aucune mise de fonds, mais s'engage à mettre à disposition les terrains susvisés par bail amphithéotique. Ce bail définitif ne pourra être signé par le maire qu'une fois les conditions évoquées ci-avant remplies et après une nouvelle délibération actant les résultats des études. Auparavant, la SEM propose la signature d'une promesse de bail amphithéotique pour lui permettre surtout d'engager ses études. Le conseil municipal est donc invité à approuver le projet de promesse de bail amphithéotique et autoriser le maire à le signer, autoriser la SEM 24 Périgord Énergie à lancer les études et démarches administratives préalables. Vous voyez la nouvelle fortune du bail amphithéotique. Il y a quelques dizaines d'années, c'était devenu une rareté. On citait comme exemple de bail amphithéotique le Vignemal, qui avait été confié par bail amphithéotique à la famille d'Henri Russel, qui était l'explorateur du massif du Vignemal. Et c'était vraiment un cas tout à fait extraordinaire. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que le bail amphithéotique a repris
est redevenu une solution largement utilisée. Allez, y a-t-il des observations? Pas d'observation. Qui est pour? C'est adopté à l'unanimité. Centre technique municipal, convention de facturation de travaux avec la CAB, Alain Plazy. Oui, merci Monsieur le maire. Différents services de la CAB utilisent régulièrement les équipements et ouvrages suivants du centre technique municipal. Donc par exemple la voirie, les parkings et les pompes à carburant pour les véhicules. À l'usage, ces équipements et ouvrages se dégradent et il convient donc de prévoir des travaux de rénovation pour en assurer leur pérennité. Les travaux engagés ont été estimés à 138 500 € et se répartiront entre les deux collectivités selon les modalités suivantes. Les pompes à carburant, 26 000 €, 40,67 pour la ville et 59,33% pour la CAB. Pour les goudronnages des voiries et parkings, 112 500 € partagés moitié-moitié. Il convient donc de formaliser le mode de facturation de ces travaux à la CAB par une convention jointe. Et enfin, que le conseil municipal approuve la convention de facturation de travaux selon les modalités prévues avant et autoriser le maire à signer la convention avec la CAB. Bien, y a-t-il des observations? Qui est pour? C'est adopté à l'unanimité. Alors, des nouvelles délibérations qui concernent le music-hall. Alors, je rappelle que nous avons fait un choix qui était de tout faire pour essayer de maintenir l'activité du music-hall en centre-ville. Lorsque le bâtiment a été mis en vente à la barre du tribunal, nous nous sommes portés acquéreurs. À cette époque-là, c'était l'ancienne société du music-hall qui était encore en activité. Et nous pensions que cela les aiderait à se maintenir. Bon, finalement, leurs difficultés se sont aggravées et ils ont dû la société qui était la SARL à mort a été mise en liquidation judiciaire. Là-dessus, donc nous étions devenus propriétaires des murs. Nous avons essayé de savoir s'il y avait d'autres projets, d'autres porteurs de projets. Des porteurs de projets se sont fait connaître. Ils sont en passe de racheter le fonds de commerce qui est entre les mains du liquidateur de la SARL à mort. Mais le liquidateur, et ça, s'il veut présenter le projet au tribunal de Bergerac, le projet de reprise de Bordeaux. C'est à Bordeaux que ça se passe, oui, parce que le siège est à... voilà. Donc s'il veut pouvoir présenter ce projet, il nous a demandé de renoncer au loyer qui était dû par cette société, par cette SARL, pour la période pendant laquelle elle n'a pas eu d'activité, ce qui paraît quand même assez logique. Donc nous vous proposons effectivement de renoncer à la perception de ces loyers de telle sorte que le liquidateur puisse présenter le projet de reprise devant le tribunal. Voilà. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Convention de mise à disposition de la cuisine centrale au CCAS. Joël Kerdraon. Merci, monsieur le maire. Le conseil municipal a décidé la reprise en régie de la restauration collective à compter du 18 juillet 2015 et que cette reprise repose sur la collaboration entre la ville et le CCAS. Le service du CCAS utilise le service de restauration collective pour la livraison de repas à domicile, les résidences autonomie et la maison d'accueil temporaire, et que les services de la ville utilisent ce même service pour la restauration scolaire. Le CCAS, au travers du prix des repas confectionnés dans cette cuisine, a participé au financement de la mise en place de cet outil. La ville et le CCAS ont décidé de mutualiser leurs moyens en procédant à la passation conjointe d'un marché public d'assistance technique et fourniture de denrées alimentaires
nécessaires à la restauration collective de la ville et de son CCAS. Le conseil municipal est appelé à délibérer sur la mise à disposition au CCAS par la ville à titre onéreux, 70% ville, 30% CCAS. Son outil de production de repas et son personnel pour une utilisation conjointe pour une durée au moins égale à la durée envisagée du marché d'assistance technique, soit 1 an renouvelable 3 fois à compter du 18 juillet 2019. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention de mise à disposition de la cuisine centrale de la ville de Bergerac au CCAS, d'autoriser le maire à signer la convention. Bien, y a-t-il des observations? Voilà, c'est tout à fait... voilà. Je crois que ça pose de problèmes particuliers. Mais à part la question de la cuisine centrale qu'on a évoquée tout à l'heure, alors, qui est pour? Qui est contre? Attendez, je vais recommencer. Qui est pour? Voilà, tout le monde est pour, unanimité. Voilà, Coupe du Monde de rugby 2023, candidature de Bergerac comme camp de base, Marie-Lise Potron. La Coupe du Monde de rugby, la prochaine Coupe du Monde, c'est la 10e édition. Elle aura lieu en France du 8 septembre au 21 octobre 2023. C'est le 3e événement sportif planétaire, diffusé dans plus de 200 pays, 1 milliard de téléspectateurs, 3000 médias internationaux, 4 500 000 visiteurs étrangers attendus en France. À cette occasion, un groupement d'intérêt public qui rassemble la Fédération française de rugby, l'État et le Comité national olympique et sportif français a vu le jour. Ce comité a procédé à l'appel à manifestation d'intérêt pour devenir camp de base officiel afin d'accueillir l'une des 20 équipes qualifiées pour la phase finale de la compétition. Bergerac s'est portée candidate le 30 juin 2019. C'est une réelle opportunité pour le tourisme, l'économie et le sport pour notre territoire. En répondant au cahier des charges établi par le comité d'organisation, cette candidature est portée par plusieurs acteurs. La ville, la communauté d'agglomération, le conseil départemental de la Dordogne, l'hôtel des Vigiers, l'USB Rugby. Lors de sa visite du 6 novembre, le comité a déclaré la candidature bergeracoise conforme. Et nous venons de recevoir donc un courrier en date du 11 février qui confirme cet accord. Les projets d'investissement prévus sur Piqueux-Caillou viendront compléter les atouts de Bergerac. Il conviendra également de rénover entièrement les vestiaires du stade Gaston-Simonet et de créer une salle de musculation plus confortable, mutualisée et greffée aux équipements de la plaine des Jeux de Piqueux-Caillou. Cette opération sera réalisée avec le concours financier de l'ensemble des partenaires, État, région, département, ville-CAD. À ce titre, la ville de Bergerac s'engage à mettre tout en œuvre pour accueillir une équipe de rugby. Donc une équipe qui sera en compétition ou qui servira de base arrière pour une équipe qui sera déjà éliminée, mais qui restera 5 semaines sur site. Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le maire à engager les sommes nécessaires à l'accueil d'une équipe de rugby au cas où Bergerac serait retenu en qualité de camp de base pour la Coupe du Monde de rugby 2023. Nous sommes parmi les 84 dossiers retenus. D'ici la fin de l'été, il n'en restera plus qu'une cinquantaine et nous espérons que Bergerac y sera. Voilà, alors moi, je voudrais quand même apporter quelques précisions sur cette délibération. D'abord, bien sûr, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un enjeu fort et qui est partagé par beaucoup de Bergeracois, mais ça peut être très important pour l'image de Bergerac. Et puis, ça laissera forcément des équipements qui seront de bien meilleure qualité. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il est bien évident que la ville de Bergerac ne peut pas porter seule une telle opération et qu'on aura besoin du soutien des autres partenaires et au premier rang de la communauté d'agglomération, du département
de la région, voilà. Et ce que je voudrais ajouter aussi, c'est qu'au-delà, et ça c'est un chantier, je pense, d'après les municipales, je suis déjà intervenu à plusieurs reprises sur ce sujet, mais la politique sportive, les équipements sportifs, on a commencé à progresser dans ce sens-là, notamment avec le projet de piste d'athlétisme, mais je dirais ça ne peut plus être la ville de Bergerac qui porte seule la politique sportive du Bergeracois, comme ça a été le cas pendant très longtemps, parce que ce sont des charges de centralité qui sont au-delà de nos possibilités. Donc je pense qu'il faudra qu'au lendemain des élections, quels que soient les élus, que ce débat et que cette question soit vraiment largement débattue, parce qu'il faut qu'on arrive là-dessus à un équilibre satisfaisant dans les efforts de chacun et dans la part prise par chacun sur une politique sportive qui concerne en réalité la ville, qui concerne la communauté d'agglomération, mais qui dans bien des cas concerne même l'ensemble de l'arrondissement. Voilà. Y a-t-il des observations? Qui est pour? C'est adopté à l'unanimité. Bien, mesdames, messieurs, nous arrivons au terme de ce conseil qui est aussi le dernier conseil municipal de ce mandat. Donc l'heure n'est pas au bilan, l'heure est plutôt à la campagne et au débat. Donc je me contenterai simplement de saluer les élus qui ont pris part aux travaux de ce conseil pendant toute la durée du mandat, ceux de la majorité bien sûr, mais aussi ceux de l'opposition, ceux des différentes oppositions, je dirais. On a eu des débats souvent animés et je crois que c'est, enfin, jusqu'à ces derniers mois, parce que depuis quelques mois tout se passe, et ce soir ça s'est passé dans un quasi-consensus dont on doit se féliciter, mais je voudrais dire que c'est vrai qu'on a eu souvent des débats passionnés et c'est normal, et je crois que c'est aussi ce qu'attendent les Bergeracois de leurs élus, c'est que les choses soient clairement débattues et que les différentes positions puissent s'exprimer, que les choix soient faits, mais je crois que c'est ça la démocratie locale. Je voudrais saluer aussi les représentants des médias qui ont largement contribué à faire connaître les enjeux, à faire connaître, à retracer les débats. Je tiens à le faire, ils l'ont fait souvent avec un grand talent et je tiens à leur rendre hommage en notre nom à tous. Et puis je voudrais surtout saluer les personnels, les fonctionnaires et les personnels de la ville de Bergerac, parce que rien de tout ce qui a été fait pendant ces 6 années n'aurait été possible sans eux. Et qu'ils y ont mis vraiment un engagement, qu'ils y ont consacré souvent bien plus de temps que ce qui est normalement le régime de travail des fonctionnaires territoriaux, qu'ils l'ont fait, je dirais, avec un sens assez exceptionnel de l'intérêt général, et je tiens à leur rendre un hommage particulier et à dire que je ne souhaite pas que nous glissions dans ce qui existe dans un certain nombre de pays, le système des dépouilles. Moi, je voudrais dire que l'américanisation de la vie publique locale, l'américanisation de la fonction publique territoriale, la trumpisation de la fonction publique territoriale, je pense que ça serait quelque chose d'absolument lamentable et déplorable pour notre pays. Et puis, dernière remarque que je voudrais faire, parce que je l'ai dit souvent, et parce que je crois que c'est les citoyens aujourd'hui sont dépossédés de la démocratie locale, il faut vraiment que nous agissions tous pour que cette grande réforme, c'est-à-dire l'élection des conseils communautaires au suffrage universel direct, finisse par entrer vraiment dans la réalité, parce que c'est vrai qu'on est aujourd'hui, je le dis, dans une situation qui n'est pas du tout satisfaisante. Voilà. Merci, mesdames, messieurs, la séance est levée.
évolution, que dis-je, une révolution. Il n'est plus nécessaire désormais de sortir de chez soi. Le monde entier entre ainsi chez vous.